mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à la tribune du Parlement populaire, nous recevons pour vous Madame Raïssa Malou. Madame Malou, vous êtes physicienne de formation, spécialiste en physique nucléaire, diplômée de l'Université catholique de Louvain en Belgique, professeure des sciences et des mathématiques, auteur de nombreux articles et ouvrages de référence dont l'indispensable des mathématiques et l'indispensable de la physique. Vous êtes directrice de la SBL Investing in People et initiatrice de la Semaine de la science et des technologies. On dit de vous que vous avez un amour passionnel et contagieux pour la science et toutes les filières STEM. Et que votre travail a été profondément influencé par des physiciens tels que George Gamow et Richard Feynman. C'est bien cela? Tout à fait. Et pour finir, vous appuyez la réforme de l'éducation de base en RDC et faites partie depuis 2020 du panel présidentiel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine. Madame Malou, bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, promettez-nous de faire un usage large mais responsable de votre liberté d'expression. Pour cela, je vous invite à faire un tout petit exercice. Je vous prie de répéter après moi, la main sur le cœur. Je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors pour commencer, vous êtes engagé dans la promotion des STEM. STEM pour Science, Technology, Engineering and Mathematics, comme filière clé pour le développement de la RDC. Mais est-ce que l'histoire du progrès des nations confirme de façon, disons, définitive et irréfutable cette corrélation ou plutôt cette causalité investissement dans les STEM et développement? Votre question est intéressante. Alors ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de faire un tour dans l'histoire. Remontons par exemple il y a 25 000 ans, avec la civilisation d'Ishango. Je suis certaine que vous avez entendu parler de l'os ou du bâton d'Ishango, qui a été découvert en RDC en 1950, qui est caractérisé comme étant l'une des plus vieilles preuves d'une intelligence mathématique. Et ben, la civilisation d'Ishango de l'époque, elle est une civilisation basée sur le commerce de la pêche. Et pour arriver à ça, ils ont développé des harpons, donc ce sont des os qui étaient taillés, et la technologie de ces harpons, de la taille de ces harpons, on voit vraiment qu'il y a eu une évolution d'un point de vue technique. Et donc, le fait d'avoir développé cet outil, le harpon, qui leur sert à la pêche, par exemple, du poisson-chat, a fait que ça a permis de rendre cette zone comme étant vraiment de baser finalement le développement économique sur la pêche. Et le fait que l'on retrouve ces harpons, notamment près du lac Tchad, indique que ça a été une civilisation qui a eu vraiment une forte influence dans la zone. Continuons notre parcours dans l'histoire, pensons à la civilisation égyptienne de nos pharaons, que autant blanc comme noir on dit être d'origine de cette civilisation. Elle nous a marqués parce qu'elle est vraiment une civilisation qui a été très tournée sur les savoirs, sur les connaissances et sur les techniques. Et c'est grâce à ça qu'elle a autant rayonné cette époque des pharaons. Et aujourd'hui, on peut admirer ces magnifiques pyramides en Égypte. Je continue l'histoire, je passe la civilisation romaine, par exemple. Prenons les Romains avec le génie militaire, qui était composé d'ingénieurs, d'architectes, de forgerons, d'ouvriers, qui faisait que l'armée pouvait bâtir elle-même ses propres infrastructures avec ses propres gens, de manière à contrôler les populations. Et la civilisation romaine s'est étendue sur toute la zone autour de la Méditerranée. Et puis on continue, prenons plus récemment les 4 révolutions industrielles. On a eu la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, qui était donc basée sur la machine à vapeur, qui a permis justement cette production grâce à la machine à vapeur. On a eu la deuxième révolution industrielle, c'est le XIXe siècle avec l'électricité et le pétrole. Elle a permis la production de masse. Et puis on a eu la troisième révolution industrielle, 1969, avec l'ordinateur et tous les composants électroniques, ce qui a permis d'avoir une production automatisée. Et aujourd'hui, on en est à la 4e révolution industrielle, qui est l'Internet des objets. J'ai tenu à vous faire très rapidement ce parcours de l'histoire, parce que clairement, ce sont les civilisations qui investissent dans les savoirs, dans les technologies, dans les sciences, qui sont celles qui se développent et qui sont celles aussi
qui s'étendent et dominent les autres civilisations. Donc investir aujourd'hui dans les STEM est vraiment une nécessité pour la RDC et pour l'Afrique en général, de manière à soutenir notre objectif de développement et de bâtir cette Afrique l'Afrique que nous voulons. Donc il n'y a absolument aucun doute sur l'effet positif, l'effet accélérateur qu'ont les STEM dans le développement de nos nations. Si ce lien est ainsi établi, quel lien établir ensuite entre le développement et l'éducation des femmes dans les filières STEM, qui est par ailleurs l'une des causes pour lesquelles vous militez? Pourquoi insister sur les femmes dans ces filières? Comme je le disais, le développement de l'Afrique, donc de la RDC et de l'Afrique, ne peut pas s'imaginer sans armée de physiciens, de mathématiciens, d'ingénieurs dans ces filières. Et l'expérience montre en fait qu'une équipe est d'autant plus performante qu'elle est mixte, qu'elle est diversifiée et qu'elle est inclusive. Aujourd'hui, c'est vraiment un non-sens pour la société de mettre à l'écart près de 50% de sa population, c'est-à-dire les femmes, ce que je considère d'ailleurs être la meilleure partie de la société. C'est un non-sens que de les mettre à l'écart, parce qu'on se prive d'intelligence, on se prive de cerveau, on se prive d'excellence. Donc ce n'est même pas, on ne quémande même pas ça, on ne le demande pas. C'est simplement une attitude rationnelle pour qu'on puisse assurer et baser le développement de notre pays déjà sur les STEM qui ont vraiment un effet catalytique pour accélérer le développement. Et il faut absolument inclure les femmes parce qu'on a besoin d'avoir nos meilleurs cerveaux à notre disposition pour y arriver. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on milite pour qu'il y ait un maximum de femmes qui choisissent les études et les carrières et qu'ils y restent, parce qu'il ne suffit pas que de les pousser à venir dans nos études, il faut les maintenir et il y a des challenges que la société doit absolument adresser pour y arriver. Madame Malou, quelle est alors la place des autres disciplines des sciences sociales par exemple? Pour le développement de la RDC, n'avons-nous pas aussi besoin des économistes, des philosophes, des historiens? Mais absolument, je veux dire, aujourd'hui on ne peut pas imaginer, l'humanité a des problèmes vraiment importants à régler, prenons simplement le changement climatique. Pour régler ces problèmes, il faut avoir une vue holistique du système. Ça veut dire que ce ne sont certainement pas les scientifiques tout seuls qui vont régler le problème du climat. On a besoin de toute une série d'autres disciplines pour y arriver. Et donc il faut que notamment notre formation justement de nos universitaires, des personnes qui doivent diriger, doit être holistique et intégrer l'ensemble de ces points de vue. Je vous disais tout à l'heure avec votre question sur les femmes, il faut qu'on ait des équipes qui soient mixtes, qui soient diversifiées, qui soient inclusives et doivent être en fait pluridisciplinaires pour pouvoir être efficaces. L'autre cas où c'est vraiment crucial qu'il y ait une ouverture, une plus grande collaboration avec les sciences humaines et sociales, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle pose énormément de questions. L'idée même d'être humain peut être remise en question. Il y a toute une série de débats de société qui doivent avoir lieu. Et pour qu'ils aient lieu, il ne faut certainement pas laisser ce travail uniquement aux scientifiques. Il faut incorporer les sciences humaines, les sciences sociales pour pouvoir avoir la vision la plus large possible et s'assurer que la technologie continue à être au service des populations. Merci Madame Malou, je pense que c'est bien clair. Dans un autre registre, vous accompagnez depuis 2016 le ministère de l'EPST dans la réforme de l'éducation de base. Quel diagnostic faites-vous de notre système éducatif? Est-il compétitif? Comment s'y prendre pour améliorer la qualité des programmes et des enseignants? Alors, le ministère s'est lancé dans une réforme, justement, des programmes en commençant par le domaine des sciences et des mathématiques, donc qui a été le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, donc PECPESU en sigle, qui est en fait le premier projet qui agit sur les deux ministères, donc autant l'enseignement primaire, secondaire et technique que l'enseignement supérieur universitaire, pour justement agir sur cette amélioration de la qualité de notre système. Il est certain que nous avons encore énormément de challenges en termes de qualité. La récente généralisation de la gratuité, par exemple, de l'enseignement primaire a eu un effet positif, certes, sur l'accès. Donc, ça a permis à ce qu'on ait un maximum d'enfants qui reviennent à l'école. Mais quand ils reviennent à l'école, c'est pour apprendre quoi et pour faire quoi avec ce qu'ils auront appris. Et ça a été tout le travail de la réforme que nous avons pilotée. C'est de ne plus mettre l'accent sur ce que tu sais, mais sur ce que tu es capable de faire avec ce que tu sais. C'est ça ce dont a besoin la société congolaise pour qu'elle puisse se développer. Alors donc,
La réforme a eu lieu, mais il faut maintenant continuer cette réforme. Et là, ce sera tout le défi du système éducatif maintenant, c'est de continuer cette réforme. Et si je puis me permettre des leviers sur lesquels le système éducatif peut s'appuyer, c'est l'enseignant. Il faut former nos enseignants encore et encore. De deux, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui peuvent nous permettre très rapidement de récupérer les retards, de récupérer les lacunes qui font encore partie de notre système éducatif. C'est très pertinent ce que vous dites. D'ailleurs, cette question de compétitivité se pose également, peut-être par effet d'entraînement, dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et là, quels peuvent être les remèdes, disons, à court, moyen et long terme? Holistique, décloisonné. Votre question précédente, nous sommes encore dans un système universitaire où, figurez-vous que les étudiants qui sont dans la faculté de sciences en face ne savent absolument pas ou ne s'intéressent jamais à ce que font les étudiants de Polytechnique qui sont de l'autre côté de la rue. Ça, c'est absolument un non-sens. Au sein de notre université, au sein de l'enseignement supérieur universitaire, il faut une démarche décloisonnée, une démarche pluridisciplinaire, et il faut tout de suite mettre nos étudiants pour qu'ils puissent régler des problèmes, autant les problèmes locaux, mais aussi ces grands enjeux auxquels l'humanité fait face. Il va aussi falloir clairement remettre la recherche scientifique, l'enseignement supérieur universitaire et l'EPST dans le tout. Ces trois sous-secteurs doivent s'imaginer comme étant tout à fait global, plutôt que de continuer à s'imaginer comme étant séparés. C'est quand ils vont revenir dans un tout cohérent, dans un tout décloisonné, qu'à ce moment-là, ils pourront jouer leur rôle et soutenir le développement de notre pays. Et si je puis quand même me permettre, il faudrait quand même que l'on change ce management qui est beaucoup trop vertical vers un management plutôt horizontal, de manière à stimuler la créativité et l'innovation, et surtout laisser la place aux jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, la société congolaise a besoin de laisser plus de place aux jeunes, que ce soit dans le secteur de la recherche, de l'innovation, que dans le secteur public ou dans les différentes sphères de la société. Alors, pour finir, dans ce processus de réforme et d'amélioration du secteur de l'éducation nationale, quelle place accordez-vous aux initiatives privées telles que la Semaine de la Science que vous avez initiée ou d'autres initiatives similaires, ou plus généralement au secteur privé? La Semaine de la science et des technologies vient vraiment en appui de tout ce processus de réforme de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Il faut savoir que l'école reste un milieu fermé, rigide en tout cas, certainement rigide et encore fermé que l'on veut ouvrir, où l'enseignant est vraiment limité par un programme qui lui est imposé, limité par un temps, etc. Ce qui fait qu'il a très peu les opportunités de pouvoir ouvrir ses élèves à d'autres perspectives. Et puis de toute façon, il n'a peut-être pas les sensibilités, il n'a peut-être pas les compétences. Et donc la société a besoin d'activités comme la Semaine de la science et des technologies, comme des musées, comme des expositions, parce qu'elles permettent en fait de pouvoir voir les choses différemment, de faire des activités que normalement on ne ferait pas à l'école, de rencontrer des personnes qu'autrement on ne rencontrerait jamais, parce que l'école n'a pas toujours le temps de faire rentrer dans ces murs des personnes qui auraient des expériences tout à fait pertinentes à partager à leurs élèves. Et donc, toutes les sociétés développées le sont aussi parce que, en complémentarité à leur système éducatif, elles ont toute une série d'activités extrascolaires, culturelles, scientifiques qui viennent en appui du travail qui est fait. Nos enfants ont besoin d'être inspirés par certaines personnalités. Vous avez parlé de Georges Gamow et Richard Feynman, qui moi m'ont inspiré. Je les ai peut-être pas rencontrés, mais je les ai rencontrés au travers de livres. Mais avec la Semaine de la science, on voit que les étudiants qui viennent et qui peuvent rencontrer ces scientifiques, ces personnes qui viennent leur parler, ça a un impact sur eux. Et donc, on a besoin de ça. Pour ce qui est du secteur privé, prenons le cas du numérique. Je suis convaincue ici que notre système éducatif ne peut adopter le numérique que grâce aux start-up congolaises dans le numérique. Et il y en a quelques-unes qui font un travail pour lequel moi je m'assure qu'il y ait toujours une collaboration entre ces start-up et notre système éducatif. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons distribué des ordinateurs dans nos écoles sur l'ensemble du territoire de la RDC. Le problème qu'il y a, c'est que ces ordinateurs peuvent être parqués dans une salle, bâchés, et vous reviendrez dans quelques temps, ils ne seront jamais utilisés. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'école, on ne comprend pas leur utilité.
Et donc, c'est là toute l'importance de travailler avec le secteur privé et des startups congolaises du numérique, parce qu'elles peuvent venir développer, faire des formations, montrer l'intérêt de l'outil. Et c'est quand on peut voir l'intérêt qu'alors on peut s'en servir pour l'éducation. Donc, notre système éducatif, pour qu'il évolue, ça passe forcément par renforcer le partenariat avec le secteur privé, et ça c'est valable pour le numérique, mais c'est valable aussi pour l'enseignement technique et professionnel, où là pour former nos jeunes, il faut qu'il y ait une meilleure collaboration avec le secteur privé. Donc non seulement on appelle à ça, mais nous travaillons pour renforcer le lien entre le secteur privé et notre système éducatif. Madame Malou, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité. Nous espérons vous revoir très prochainement pour discuter de sujets encore plus intéressants. Quant à moi, je retiens de cette émission qu'une nouvelle génération de scientifiques émerge en RDC et qu'il faut définir notre propre stratégie en matière de science, de technologie et d'innovation pour permettre qu'à moyen et long terme, cela se traduise en impact concret en termes d'amélioration des conditions de vie de la population. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube du Parlement populaire pour connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci et à bientôt.